Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la papoterie. Ici on va parler de tout et de rien, de la vie, de l'anxiété, de l'amour et des amitiés, mais aussi des doutes et du chagrin, mais surtout d'ambition, de projets, de self-care et de toutes ces petites choses qui vont vous aider à décomplexer au quotidien, avec ou sans invité. Avant de débuter, je vous invite à suivre la page du podcast sur Instagram, lapapoterie.podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message privé pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, réagir à chaud ou proposer de nouveaux thèmes à venir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Le sujet du jour me tient particulièrement à cœur, étant donné que c'est un des messages que je veux le plus faire passer à travers ce projet, ce podcast. Donc, comme vous avez pu le lire, aujourd'hui on va apprendre à s'aimer. Alors que bon, là le problème, on se dit comme ça fait peut-être un peu égocentrique, mais peut-être narcissique ou prétentieux, mais pas du tout. Et je pense que c'est pour ça que c'est un des sujets qui est beaucoup plus abordé de nos jours, mais qui a très peu été abordé, ou même pas du tout, par exemple dans des générations précédentes ou quand on était enfant. Je trouve qu'il y a vachement de tabous aujourd'hui sur le fait de s'aimer, de s'apprécier, d'apprécier sa propre compagnie. Et pourtant, je trouve que c'est tellement important. En fait, on apprend aux enfants à dire merci, genre faire pipi sur le pot. On leur apprend que M et A, bah, ça se prononce ma. Que le fait, on leur apprend à réciter des poésies, les tables de multiplication. On va leur apprendre le respect, vivre en communauté, respecter les autres, etc. Voilà, on frappe pas ses petits camarades à l'école parce qu'ils nous ont volé notre Kinder Bueno. Enfin, on apprend à dire s'il te plaît, à dire merci, à dire au revoir, etc. Mais je trouve que depuis l'enfance, en fait, on n'apprend pas aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes à s'aimer. Et je trouve que c'est quand même un point essentiel aujourd'hui, enfin pour le développement de toute personne. Donc en fait pour moi, je me suis demandé ce que ça voulait dire de s'aimer. Donc voilà, j'ai fait un peu de recherche, etc. de la vision du self-care qui est un peu à la mode aujourd'hui, mais qui je trouve est une bonne chose. Donc en fait pour moi, apprendre à s'aimer, c'est accepter en fait la personne que l'on est. C'est comprendre et apprendre qu'on a des qualités et des défauts, et qu'on peut avoir des forces mais aussi des faiblesses, et en fait en avoir conscience. Et pour moi, vraiment, s'aimer, c'est apprendre à être tolérant avec soi-même. C'est accepter de ne pas atteindre la perfection, étant donné que la perfection n'existe pas. On peut essayer de l'atteindre, mais pas à ses risques et périls, on va dire. Je pense qu'il faut se dire que donner le maximum, finalement, c'est quand même déjà pas mal. Et s'aimer, en fait, je pense que c'est accepter qu'on a un vécu, qu'on a une histoire, que certes, on l'a pas choisi, qu'il y a plein de choses dans notre vie qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne maîtrisera pas toujours. Mais pour moi, vraiment, s'aimer, c'est lâcher prise. Pour moi, s'aimer aussi, c'est se respecter. C'est respecter tout le reste. C'est accepter de faire ce qui est juste pour nous et pas forcément pour tout le monde et tout ce qui va nous entourer. Puis s'aimer, en fait, je pense que c'est accepter qui on est vraiment au plus profond de nous-mêmes, et d'apprendre à se faire vraiment confiance, de, vous savez, faire confiance un peu à cette petite voix intérieure, vos intuitions, et surtout à son cœur, peu importe la situation. Il faut être en... C'est un petit peu en rapport avec le premier épisode où je disais très souvent que il faut être en accord avec ses valeurs et ses principes, et je pense que c'est quelque chose qui justement est très important dans le fait de s'aimer soi et de s'accepter. Mais aussi s'aimer, pour moi, c'est vraiment apprendre à être fier de soi. Faut être fier de comment on avance, de ce qu'on va réaliser, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie amoureuse, dans notre vie personnelle, par des projets, par le fait qu'on grandit, et ça passe vraiment par des petites victoires, à mon avis, que ce soit le fait d'avoir réussi à contrôler nos émotions pendant une situation compliquée. Ça peut aussi passer par le fait, par exemple, en cours, peu importe l'âge qu'on est, ou pour un projet, que un projet se réalise,
qu'il plaise et qu'on soit félicité pour notre travail, mais il faut aussi se féliciter soi-même, apprendre à être fier de soi en fait. Faut, je pense, apprendre à cultiver un peu tous ces petits bonheurs du quotidien et pour voir des réussites, même dans les choses simples du quotidien, que ce soit peu importe, chacun a différentes échelles de réussite, mais ce que je veux dire, ça passe par ce matin, je me suis levée tôt, j'ai eu le temps de faire plein de choses, alors que d'habitude, pour moi, c'est très difficile de me lever le matin. Ça passe par ça aussi, et il faut en avoir confiance, connaissance plutôt, et vraiment savoir se féliciter, parce qu'on pense très souvent à ce qu'on fait de mal, mais on se concentre très peu souvent sur ce qu'on fait de bien ou de très bien. Alors moi déjà, enfin aujourd'hui j'ai cette vision du fait de s'aimer, du self-care, etc. Mais il faut savoir que j'ai pas toujours eu cette vision des choses. En fait, quand j'étais enfant, c'était pas du tout le cas, c'est-à-dire que j'étais très centrée sur le fait que les autres devaient m'aimer, que les autres devaient m'accepter, et que quand les autres m'aimeraient pour ce que je fais ou pour ce que je dis, alors je pourrais être fière de moi. Et ça passait uniquement par les autres en fait. Et ce qui en soi est très mauvais, que on peut comprendre très tard ou bah, après le plus tôt c'est le mieux, mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose de très important dans l'éducation aussi, c'est d'être fier de soi, même quand on est enfant, parce que ça passe, je pense, par le fait des parents qui vont féliciter leurs enfants ou pas. En fait, quand j'étais enfant ou adolescente, moi, ça passait énormément par le fait de faire rire les autres, de rendre des bonnes notes en fait à mes parents, de rendre mes professeurs fiers, c'est-à-dire d'avoir des bonnes notes, de voir la satisfaction dans les yeux de mes parents, de voir la satisfaction dans les yeux de mes professeurs. Et ça, peu importe l'âge que j'avais. Et je suis partisante d'une chose, c'est que peu importe l'âge qu'on a, on a toujours à l'intérieur de nous notre enfant intérieur. Et ça va passer par le fait de rassurer cet enfant intérieur. Vous savez, quand par exemple vous avez manqué de choses, peut-être particulièrement dans votre enfance, euh, par exemple, je sais pas, votre père qui ne vous a pas assez dit qu'il était fier de vous, ou que vous avez jamais eu de... Vous avez par exemple toujours voulu rendre fiers vos parents, mais que vous n'avez pas encore eu l'impression de y arriver. Et justement, c'est quelque chose que vous pouvez garder en fait cet automatisme très tard. Le fait, par exemple, de faire des études pour rendre fiers vos parents, même si c'est quelque chose qui ne résonne pas du tout en vous, que vous n'avez pas envie de le faire, mais que justement, encore une fois, pour rendre fiers les gens, pour les autres, vous allez le faire. Alors, ça se passe plus ou moins bien en fonction des personnes, en fonction de la situation, bien sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui, on apprend de plus en plus à s'aimer et ça passe par, comment dire, par des épreuves en fait de la vie. Et je pense que c'est le cas pour énormément de personnes, qu'on apprend à s'aimer parce qu'on se rend compte au fur et à mesure, par exemple, qu'on s'est oublié, que notre valeur, on s'en est moqué, qu'on l'a peut-être bafoué. Pour mon cas personnel, j'ai appris très tard à m'aimer. Enfin, quand j'étais au collège ou même au lycée, j'avais vraiment la sensation de vivre pour les autres, de vouloir rendre fiers les autres, que les autres me trouvent belle, que les autres me trouvent drôle, que les autres me trouvent intelligente, mais sans forcément faire attention à ce que moi-même je pouvais penser de moi, si moi j'étais fière de moi, si moi-même j'étais fière de la personne que je devenais finalement. Et donc ce sera le sujet du, du prochain podcast, mais pour ma part ça a été vraiment lié aux relations amoureuses. Donc pour ma part je suis restée 3 ans avec une personne, je me suis mis avec cette personne quand j'avais 15 ans et je m'en suis séparée quand j'en avais 18. Et en fait, c'est-à-dire que je restais avec cette personne vraiment par pure habitude, en me disant que oui, c'est comme ça, j'ai grandi avec cette personne. Puis je ne saurais pas expliquer comment, mais en fait, j'ai eu un déclic où je me suis dit, mais en fait, cette personne ne me correspond pas. Je ne suis pas du tout en accord avec mes valeurs, mes principes. Je suis quelqu'un qui a de l'ambition et j'ai besoin de me sentir soutenue. J'ai besoin d'avoir quelqu'un en face de moi qui a de l'ambition, qui a des projets, et avoir quelqu'un en face de moi qui justement n'a pas tout ça et qui finalement ne me correspond pas. J'ai la sensation de ralentir, j'ai la sensation de ne pas être comprise.
Et en fait, quand cette relation, elle s'est terminée, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire tout ce que je n'osais pas faire en étant avec cette personne. J'ai appris, en fait, étant donné que j'avais très peur du regard que cette personne pouvait avoir sur moi, je cherchais tout le temps à faire plaisir, à ce qu'on soit fier de moi, qu'on ne pense pas du mal de moi, et j'étais très attentif en fait au regard des autres sur moi, et notamment de cette personne. Et je m'en suis rendu compte que en fait finalement je ne vivais pas, que je ne faisais pas ce que j'avais envie, pas ce que j'avais profondément envie, et qu'en fait je ne réalisais aucun des projets qui me tenaient moi à cœur, que on partait en vacances là où cette personne ça l'intéressait. Je faisais en sorte que cette personne soit heureuse, qu'on aille voir le film que cette personne avait envie de voir, et je ne prenais en fait jamais de temps pour moi-même. Et c'est quelque chose qui, sans le savoir, m'avait beaucoup manqué le jour où j'ai appris à le faire. Après, je parle de mon cas personnel, mais enfin, c'est le cas pour beaucoup de personnes. On donne beaucoup plus d'amour en fait aux autres qu'à soi-même. On serait prêt à vraiment à déraciner un arbre pour la personne qu'on aime, alors qu'en fait, on serait peut-être incapable de se cueillir ne serait-ce qu'une fleur pour soi-même. Et pourtant, je pense que chacun devrait être capable de s'offrir le meilleur et de faire le maximum pour soi-même avant de le faire pour les autres. Parce que, enfin, comme on dit, en fait, faut se dire haut et fort qu'on s'aime. Se dire haut et fort qu'on s'aime, c'est pas forcément ça, c'est pas forcément suffisant. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à écouter, genre vraiment au plus profond de soi, apprendre à se découvrir, à s'aimer, savoir ce qu'on aime, savoir ce qui nous fait vibrer, nos projets, dans quoi en fait on va s'accomplir. Et je pense que vraiment si on veut renforcer l'amour qu'on a envers soi-même, il faut d'abord travailler sur soi, mais de manière active. Ça passe par faire des choses que l'on n'ose pas. Moi je sais que pour mon cas, en fait, quand j'étais au lycée, j'avais des amis pour qui c'était impensable de faire les magasins toute seule. Alors que moi, c'était quelque chose que j'adorais. Euh, mais à chaque fois, en fait, ça m'arrivait rarement. C'est-à-dire que j'allais à un rendez-vous, par exemple sur Lyon, étant donné que j'habite à Lyon. Voilà, j'avais un rendez-vous, je faisais quelques boutiques toute seule, j'allais me prendre un café, etc. Et vraiment, je regardais mes amis, mais qui me voyaient, mais vraiment comme un extraterrestre, en mode, mais attends, mais tu fais ça toute seule? Ben oui, madame, en fait, oui. Et donc, justement, quand j'étais plus avec cette personne avec qui j'ai partagé 3 ans, j'ai réappris, en fait, à faire des choses que moi j'avais envie. C'est-à-dire que j'avais toujours rêvé d'avoir mon appartement à moi. Et cette personne me parlait, oui, j'aimerais bien qu'on s'installe ensemble et tout. Moi, j'étais là, non, moi j'ai pas envie. J'aime bien être toute seule et étant donné que bon, c'est propre à chacun, mais cette personne n'avait pas compris le concept de charge mentale. On n'avait pas du tout la même éducation. Enfin bref, c'était impossible sur le long terme que ça fonctionne. Mais c'est-à-dire que quand j'étais plus avec cette personne, j'ai toujours rêvé de faire un taf de serveuse. Ouais, clairement, me jugez pas, hein, vraiment, j'avais un idéal dans ma tête, je suis vite redescendue sur terre. Mais je l'ai fait, j'ai voulu avoir mon appartement, je l'ai fait. J'ai adoré faire les magasins toute seule, prendre des cafés toute seule, je l'ai fait je ne sais combien de fois. Et c'est en faisant en fait ce qui me faisait vraiment plaisir à moi, sans me demander ce que les autres allaient penser de moi, que j'ai appris justement à savoir ce que j'aimais, ce qui me faisait plaisir, et finalement que j'apprends à m'aimer et que je me suis rendu compte que tous ces moments à moi, que je passais en fait en tête à tête avec moi-même, c'était essentiel et que j'en avais besoin en fait pour me ressourcer, pour me sentir mieux, pour décompresser, etc. Je suis en train de capter, on entend de ouf mon PC là qui souffle, c'est insupportable, on dirait un avion qui va décoller, mais franchement, Apple, vous forcez, j'ai juste dictaphone d'ouvert, faut doser là. Étant donné que j'ai assez parlé de moi-même, j'ai écrit quelques petits conseils que j'aimerais vous partager, que soit j'ai trouvé un peu sur internet en faisant un peu de veille, mais aussi des choses que moi, Putain, j'ai l'impression de tout ramener à moi, mais c'est insupportable. Que je mets moi en pratique et qui m'ont beaucoup servi dans ma vie. Après, il faut savoir que je pense que apprendre à s'aimer, c'est un travail de toute une vie, qu'on ne s'acceptera jamais vraiment à 100%, mais qu'on peut y tendre en fait. Après là, je fais une aparté. Vous avez le droit, hein, c'est-à-dire que si un matin vous vous réveillez, vous avez le droit de ne pas vous aimer et c'est ok. Genre, je trouve qu'il y a énormément de pression par rapport, notamment, enfin ça me fait penser à ça, mais vous
vous savez, un peu au mouvement body positive. Je trouve que c'est très bien, qu'on casse un peu les mœurs, etc. Et je trouve que c'est essentiel. Mais je trouve qu'il y a tellement une pression de s'aimer aujourd'hui, genre il faut s'aimer. Mais non, mais enfin moi madame, j'aime bien des fois me lever le matin, me mettre devant le miroir et clairement me descendre et me dire mais madame vous êtes moche, vous n'avez rien qui va et vous êtes dégueulasse. Et c'est ok mesdames et messieurs, vous avez le droit de ne pas vous aimer tous les jours, vous avez le droit. Mais bon voilà en fait, il faut juste pas que ce soit tous les jours non plus. Encore une fois, tout est une question d'équilibre, il faut doser. Allez c'est parti, nous commençons par le premier conseil. Je pense qu'il faut différencier sa personnalité de ses capacités. C'est-à-dire que, et ça je pense que c'est quelque chose qui est très, on va dire, formaté un peu avec l'école et le système scolaire, étant donné que, enfin, moi ça a été le cas pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal avec les mathématiques quand j'étais en primaire. C'est-à-dire rien que pour les tables de multiplication. Enfin, j'ai inventé une technique avec mes doigts quand j'étais en CE1 pour apprendre les tables de multiplication et notamment la table de 9. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai très peu appris dans ma vie à apprendre par cœur. C'est quelque chose où j'ai eu toujours beaucoup de mal. Et enfin, madame, mais j'ai appris une technique avec mes doigts, genre c'est-à-dire pour ne pas apprendre la table de 9. Enfin, je sais pas si c'est connu, mais à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, genre vraiment, on me regarde de travers et on me dit que je suis folle. Mais bon, donc bref, pour refaire le lien en fait avec le conseil, c'est qu'il faut différencier sa personnalité de ses capacités. C'est-à-dire que moi, toute ma vie, on m'a dit que j'étais nulle en maths. Je me suis toujours dit, je suis qu'une merde en maths. Genre vraiment, madame, vous êtes nulle, vous n'y arriverez jamais. Et en fait, c'est-à-dire que j'ai entraîné mon cerveau à y croire. Et donc forcément, j'y arriverai jamais. C'est-à-dire que j'étais là, mais non, mais je suis nulle. Et c'est-à-dire que dès que je rentrais à chaque rentrée scolaire, et que les professeurs un peu, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais souvent nous demandaient d'écrire sur une feuille, par exemple, les matières dans lesquelles on était les plus compétents et les autres non. Mais alors moi, j'étais là toujours, je suis nulle en maths. Dès qu'un professeur me demandait, j'étais là, non, mais c'est parce que je suis nulle en maths. Non, mais j'ai jamais été bonne en maths. Madame, il s'agirait d'arrêter de se dégrader tout le temps en fait. Il faut différencier ça de sa personnalité, parce que moi j'en avais fait un trait de personnalité quand j'étais à l'école, et alors qu'en fait une fois je suis arrivée en troisième, j'ai eu un professeur qui s'appelait Monsieur Bildé. D'ailleurs monsieur, si vous passez par là, je sais pas s'il pourrait passer par là, mais bon il m'a souhaité mon anniversaire, alors que c'était il y a genre vraiment très longtemps. Enfin bon, ce professeur en fait, il m'a appris à aimer les maths et à faire en sorte que j'arrête de me définir par ça. C'est-à-dire que la première note que j'ai eue de l'année, donc genre la rentrée ça devait être genre le 3 septembre, et j'ai eu une note à la fin du mois de septembre. Genre il a rendu les DS et genre j'ai eu pardon. Enfin en fait il rendait de la note la plus nulle à la plus élevée. Non, pas la note la plus nulle, la moins bonne note et la note la plus élevée. Et genre vraiment, c'est-à-dire il m'a dit Ariel Patrier, tenez votre copie. Moi j'ai dit ok, top. J'ai regardé, j'ai vu 4,5. J'ai fait oui, bah écoutez, c'est une habitude, ça ne me touche plus. Et donc en fait, même pendant les réunions parents-prof, etc., et j'ai vu que ce prof en fait m'avait vu un peu comme un défi. Mais alors, mais je vous le jure que c'est vrai. J'étais la meilleure de la classe à la fin de l'année. J'avais des 18 et tout. Mais genre en un an, c'est-à-dire que on n'avait pas le droit à la calculatrice. En fait, j'ai appris à réentraîner mon cerveau, à arrêter de me dire que j'étais mauvaise et à me dire je peux y arriver. Et c'est un professeur qui faisait tout pour ses élèves et vraiment, genre, c'est le professeur qui, je pense, m'a le plus marqué dans mon système scolaire. Et donc en fait, vraiment, genre, j'ai appris à réentraîner mon cerveau et en fait, j'ai changé de méthode. C'est-à-dire que je ne me remettais pas en question et pour moi, juste, j'étais nulle et je ne changeais rien à ça parce que je serais tout le temps nulle. Alors que non, en fait, j'ai appris à changer de méthode, j'ai appris à me remettre en question, à voir quelque chose d'un autre point de vue, ou parce que j'ai eu la chance qu'un professeur s'intéresse à moi et m'aide en fait. Voilà, donc premier conseil, on différencie sa personnalité de ses capacités. C'est pas parce que vous vous trouvez nul dans quelque chose que vous serez nul toute votre vie. Vous n'êtes pas nul, simplement vous pouvez vous améliorer. C'est ce qu'il faut se dire, c'est-à-dire c'est pas parce que vous pensez que vous ne pourrez jamais faire une chose que vous ne pourrez jamais le faire. Peut-être qu'à un stade de votre vie, vous en serez capable, mais tout est une question de temps, une question de projet, etc., quoi. Conseil numéro 2.
accepter de ne pas être parfait. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément, fait du mal dans ma vie. C'est que j'essayais tout le temps d'être parfaite. Et c'est quelque chose que je faisais quand j'étais à l'école, quand j'étais enfant. J'essayais toujours d'avoir les meilleures notes, de rendre mes parents fiers, de rendre le meilleur exposé, etc. Et en fait, j'étais constamment déçue de moi-même. Enfin, je veux dire, la gamine, elle a 8 ans, ça s'agirait quand même d'être fière de vous un minimum. Enfin, il est très beau votre dessin, vous l'avez bien récité votre poésie, madame. Et en fait, j'étais extrêmement dure avec moi-même, et c'est quelque chose qui, je pense, et j'ai toujours le plus de mal aujourd'hui. Vraiment. C'est-à-dire que même aujourd'hui, que ce soit dans mes relations amicales ou amoureuses, j'essaye d'être parfaite. Par exemple, dans mes relations amicales, je vais m'en vouloir si par exemple je ne suis pas disponible quand une amie a besoin de moi, parce que moi peut-être que j'ai d'autres choses à faire, d'autres priorités, etc. Je vais tout faire pour que cette personne, pour remplir ses besoins et être l'amie parfaite. Puis en fait j'ai appris que c'est après encore une fois ça revient à l'épisode 1, donc en fait si vous n'avez pas à l'écouter, vous allez me le faire tout de suite. Et en fait, je me suis rendu compte que je donnais tellement pour des gens qui ne me donnaient mais même pas un quart de ce que je pouvais essayer de leur offrir en fait. Et c'est aussi le cas dans mes relations amoureuses que j'ai eues, que j'ai, etc. Je fais tout pour les gens que j'aime, je fais tout pour la personne que j'aime et j'essaye d'être la copine parfaite, l'amoureuse parfaite et jusqu'au point où en fait où j'arrive à m'en oublier moi-même, où j'arrive à me faire manquer de respect, où j'arrive en fait tout simplement à m'écraser pour que la personne que j'aime brille en fait. Et c'est-à-dire que je me remets tout le temps énormément en question, c'est-à-dire qu'à chaque dispute ou quoi que ce soit, je me dis mais j'ai peut-être dit quelque chose qu'il fallait pas, ah ouais non mais j'aurais pas dû. Et en fait c'est quelque chose que je me rends compte énormément aujourd'hui, mais j'ai toujours besoin en fait d'un énorme déclic. À chaque fois, c'est un déclic, ça peut passer par n'importe quoi, hein, que ce soit une énorme dispute avec quelqu'un ou vraiment une action qui fait mal. Mais à chaque fois, en fait, j'ai besoin de souffrir d'une situation pour mettre de vrais automatismes en place et dire stop, en fait. Genre non, je ne suis pas parfaite, j'ai conscience que tu n'es pas parfait ou que tu n'es pas parfaite, mais je veux tendre à ça et je veux faire le maximum, mais ce n'est pas pour ça que je vais m'oublier, en fait. Et en fait, il faut vous dire que vous ne serez jamais parfait. Jamais de votre vie, vous serez parfait, ou les gens diront de vous que vous êtes parfait. Toute votre vie, on va vous critiquer, toute votre vie, on va vous pointer du doigt, et toute votre vie, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire. Mais c'est pour ça qu'il faut, en fait, je pense, être en accord avec soi-même, avec ce qu'on pense et ce qu'on ressent, et que tout est une question d'équilibre à la fin. Putain, mais je dis tout le temps ça. Je vous jure, je dis tout le temps, tout est une question d'équilibre. Oh, franchement, j'ai envie de me taper des moments. Conseil numéro 3. Alors celui-là, il est pas mal, enfin je l'aime bien, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé justement en faisant un peu de recherche sur internet. Ça s'appelle cultiver l'affirmation de soi. Et en fait ça passe par avoir en fait d'être en connexion avec ses besoins et ses sentiments. C'est-à-dire ça passe par le fait de se poser les bonnes questions. Par exemple, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à ce dîner? De quoi en fait j'ai besoin pour me sentir bien là, maintenant, tout de suite? Est-ce qu'il est ensuite... Enfin, je trouve que c'est ensuite important de savoir formuler ses demandes clairement, sans attendre forcément que l'autre va s'en douter, comme par miracle. Moi, je sais que c'est une des grosses erreurs que je fais dans mes relations, que ce soit amoureuses, professionnelles, amicales ou quoi que ce soit. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est qu'on va en fait interpréter ce que pense l'autre, et on attend en fait que l'autre devine ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Sauf que non, en fait, c'est juste pas possible. En somme, je pense qu'il faut oser être soi-même, parler de ses ressentis, ses émotions, mais tout en continuant en fait à être attentif à l'autre et parfois trouver un compromis, je pense, entre ses propres attentes et les attentes de l'autre. Ça passe par des situations banales en fait. Vous avez envie d'aller boire un verre, mais vous n'avez pas envie de rentrer trop tard. Donc je ne sais rien, votre ami vous dit oui, on se donne rendez-vous à tel endroit, mais bon, c'est à 30 minutes de chez vous, vous n'avez pas envie de prendre les transports tard, etc. Ça passe aussi par des compromis. Alors que vous n'avez peut-être pas envie de sortir ou quoi que ce soit, et puis ça se fait par des compromis entre ce que vous pensez et les autres. Et ça sert à rien en fait de se faire souffrir et de se dire je vais me forcer. Enfin, bordel, la vie elle est trop courte pour se forcer, non?
Enfin, je veux dire, faut faire ce qu'on a envie, il faut arrêter de faire passer les autres avant soi. Ensuite, nous arrivons au conseil numéro 4, et pas des moindres, oser dire non. Dire non. Après là, on n'est pas dans le... Enfin, si un peu, mais dans le consentement, mais bon, là je parle pas qu'au niveau sexuel, hein, bien sûr, je parle dans tout. Je pense qu'il faut protéger un peu son estime de soi et privilégier les propres besoins qu'on va avoir, soit son énergie, son temps et même son argent, enfin pour les consacrer à des activités qui paraissent plus importantes pour nous. Enfin, je veux dire, si vous avez une bande de potes qui vous dit tout le temps ouais, on va boire un verre, viens, on va clairement se mettre une caisse 3 soirs par semaine, euh, mais que vous, en fait, vous avez vos projets, vous avez votre vie, j'en sais rien, vous montez votre boîte, vous avez envie de voir votre copain, votre copine ou quoi que ce soit, et en fait vous avez d'autres priorités, mais vous n'osez pas dire non par peur des répercussions de ce que les autres peuvent penser de vous, et ça je pense c'est très très toxique en fait, et sur le long terme, parce qu'en fait tout va finir par vous remonter dans la gueule, et à la limite un burn-out, enfin je veux dire, si c'est pas les autres qui vont péter un câble, mais c'est vous, enfin vous allez imploser à un moment. Alors là, je vais vous donner un conseil, hein, mais pour le coup, vraiment, je ne l'applique pas. Il faut savoir accepter les critiques. Alors là, je le mets parce que c'est quelque chose qui me paraît important, qu'on m'a répété toute ma vie, hein, mais il faut savoir que je prends tout personnellement. C'est-à-dire que on va me faire une critique, constructive ou non, hein, mais je vais le prendre personnellement, je vais me braquer et je vais être là. Putain, je suis qu'une merde. Non, madame, on vous a juste dit que votre plat. On a juste dit que c'était froid, on n'a pas dit que c'était dégueulasse, mais bon, voilà. Ça m'arrive absolument, je pense, tous les jours de ma vie. Bon voilà, hein, je suis là, je vous en glisse un de conseils, faites-en ce que vous voulez. Et, ah oui, bon, je sais plus quel conseil c'est, j'ai arrêté de compter, mais bon, c'est le... c'en est un autre, se donner des objectifs réalistes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait face dans ma vie, et que j'essaye, et que je dis très souvent aux gens. Euh, J'étais avec quelqu'un qui, par exemple, avait beaucoup de mal, enfin, se fixait des objectifs, disait par exemple, je veux monter mon entreprise, etc. Et en fait, je pense qu'il faut apprendre à déconstruire la montagne. C'est-à-dire, vous avez un objectif, vous êtes devant, enfin, c'est très imagé, hein, donc j'espère que vous avez une bonne imagination. Vous êtes face à une montagne, et genre la pente, elle est toute droite. Et quand vous fixez un objectif qui n'est pas réaliste, ou du moins qui vous semble mais insurmontable, il faut s'en fixer des petits réalisables dans le temps. Allez, pour ceux qui font de la com, ça s'appelle des objectifs SMART. Si vous ne connaissez pas, vous êtes des merdes. Pardon. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Justement, en fait, il faut apprendre à déconstruire ses objectifs. Par exemple, si vous voulez monter une entreprise, votre objectif, certes, c'est monter une entreprise. Mais le premier objectif que ça va être, c'est réfléchir à un concept, faire une veille sur un marché, faire une veille juridique, une veille sociale, faire une enquête, parler avec des gens, rencontrer des gens, et tout ça, c'est tous ces petits objectifs qui vont vous permettre d'arriver à votre objectif final, mais justement pour que cette montagne, en fait, au lieu que la pente elle soit droite, elle ait des marches. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais dans ma tête c'est très clair, donc vous me direz, hein, mais bon, voilà. Après, dans les objectifs, rêver c'est indispensable. Et ça nous donne vraiment des moyens de continuer à vivre et d'aller de l'avant. Mais vraiment, il faut savoir qu'un objectif, pour pas qu'il soit... Enfin, on utilise toxique tout le temps, hein, mais pour qu'un objectif soit... ne vous attriste pas quand vous avez du mal à l'atteindre, il faut qu'il soit pragmatique, qu'il soit mesurable et qu'en fait il soit accessible dans le temps, en fait. Oh là là, on arrive sur le dernier objectif. Alors mesdames et messieurs, ouvrez grand vos oreilles parce que vraiment, c'est très important. La meuf dit ça mais ne le met pas forcément en application, mais de toute façon on n'est pas là, enfin je suis pas la papesse de la santé mentale, ok, vraiment pas du tout. J'ai besoin, je pense, d'une thérapie sur 10 ans, mais let's go. Je pense qu'il ne faut pas se comparer ni imiter, mais s'inspirer. C'est beau, n'est-ce pas? Ouais, je sais, c'est pas moi qui l'ai écrit. Bon. Donc là, je vous cite une petite phrase de l'internet. Les personnes à basse estime de soi vont avoir tendance à imiter leur modèle, comme ils le faisaient enfants ou adolescents. Putain, attendez, je recommence parce que c'est vraiment dégueulasse. Je reprends. Les personnes à basse estime... Oh Allons-y. Les personnes à basse estime de soi ont tendance à imiter leur modèle,
comme ils le faisaient enfants ou adolescents afin de se sécuriser. Or, imiter et se comparer, c'est nier sa personnalité, ses besoins et ses envies profondes. Ouais, je sais pas à quelle heure vous écoutez ça, mais moi là j'ai l'impression de le relire depuis 3 heures et que j'ai toujours pas compris. Enfin bon bref, c'est bien de regarder ce qui se passe autour de soi, mais c'est très important de ne pas se comparer, que ce soit physique ou mental. C'est très compliqué à faire et je pense que c'est un travail de toute une vie, mais il ne faut pas... c'est-à-dire que très souvent on va se comparer aux autres dans le mode putain les autres ils réussissent leur vie, les gens atteignent leurs objectifs, moi j'en suis toujours au même point, moi je suis en retard, moi j'ai arrêté mes études, moi j'ai changé 3 fois de voie avant de trouver celle qui me rendait vraiment vivant, j'ai l'impression de me sortir en retard, j'ai l'impression de que ça va pas en fait. Mais justement, il faut apprendre le meilleur de ces comparaisons. Par exemple, en parlant avec les gens et leur demander des conseils, par exemple. Faut pas imiter ce que les gens vont faire parce que chacun est différent, mais par exemple, s'inspirer de leur parcours, s'inspirer de un peu leur mantra, toutes ces phrases que se sont dit, et ça passe par la discussion et pas du tout par la jalousie. Mon Dieu, mais j'avais dit sur Insta que ce serait un épisode court. Là, j'en suis à 30 minutes d'enregistrement. C'est un enfer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je m'excuse. Et non, je vais pas le faire sur Insta parce qu'après, je vais me contredire et je vais me sentir mal. Donc, je suis désolée, j'ai beaucoup trop parlé. Mais j'adore parler. Enfin, en même temps, il faudrait parler pour faire un podcast, je pense. Non? Enfin, je sais pas. Bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast sur Insta en MP, comme pour le premier épisode. Et j'en profite justement pour vous remercier de tous les retours que j'ai eus sur Instagram pour le premier épisode. Donc j'essaye... Oh là là, j'arrive même plus à parler. J'espère qu'on m'entend beaucoup mieux que dans le premier. Parce que je crois que j'ai réglé mon micro. J'en suis pas sûre, on verra. Mais vraiment, merci beaucoup à tous pour les retours très constructifs que vous m'avez faits. Ça me pousse en fait à continuer et justement à croire en moi, en ce projet et qui vraiment me fait beaucoup de bien et m'anime... quotidien. Oui, tout à fait. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne pause déjeuner. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ça, mais je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.